Ceci est une évaluation des performances de l'Audi RS3 mise à jour, ce fameux 5 cylindres. Quels changements ont été faits et comment se distingue-t-il de l'Audi S3 restylé? Nous allons tout vous dire avec Thomas sur Autogrefuel en 4K plein écran. Commençons ici avec une nouvelle grille avant qui s'étend maintenant un peu plus vers les phares. Il y a plus de noir, un noir filtrant ici. Les anneaux Audi, ils sont systématiquement foncés pour la RS3. Dans la S3, on avait aussi la possibilité d'avoir des anneaux clairs. Ensuite, des lampes mises à jour ici. Tu peux avoir des LED classiques ou les LED matriciels et aussi personnaliser les signatures. Voici, c'est la signature drapeau à damier. Je crois que c'est vraiment adapté à ce véhicule. Nous avons une couleur rouge vif et le pack optionnel fibre de carbone. Par exemple, ces accents en fibre de carbone ici sur le côté. Longueur de 4,53 m ou 178 pouces pour la berline, disponible en hatchback. Avec 4,38 m ou 172 pouces, et en Allemagne par exemple, la version à haillons est très populaire avec l'A3, ce que nous appelons le Kurzek. Mais certains Allemands maintenant disent taillon pour celui-ci. Vous avez une ouverture du coffre plus pratique, mais encore une fois, ici, la berline a une forme plus fluide. Et bien sûr, celui-ci, il n'a pas le meilleur accès au coffre. Il est donc un peu plus long, ce qui présente bien sûr certains avantages et des inconvénients. En ce qui concerne la répartition du poids, la berline est légèrement meilleure car il y a plus de poids à l'arrière, ce qui est bon pour l'équilibre. Cela peut jouer un rôle sur le circuit. Les roues de 19 pouces sont de série avec différents designs comme celui-ci en noir mat. Les freins de performance ont des étriers massifs. Ils ont amélioré le réglage de la suspension. La suspension adaptative est incluse en série, contrôlable de l'intérieur. Un vecteur de couple de freinage mis à jour optimise la répartition de la puissance de freinage dans les virages. De plus, un système de torque vectoring sur l'essieu arrière aide à l'accélération avec le transfert de puissance allant de l'avant vers l'arrière. Il est décidé qu'il y a plus de couple sur la roue extérieure, ce qui vous pousse d'abord dans le virage, puis vous en fait sortir plus rapidement grâce à ces systèmes ingénieux. Ils ont aussi réussi à établir un nouveau record impressionnant sur le célèbre Nürburgring Nordschleife. À l'arrière, les feux ont été mis à jour et les LED Matrix offrent des indicateurs de direction en cascade à l'avant et à l'arrière, ce qui est vraiment impressionnant. Nous avons ici une lèvre arrière bien accentuée avec de la fibre de carbone en haut et en bas, mais cela reste optionnel. Et ici, nous voyons également le design vertical, un support de réflecteur ici au milieu de ce diffuseur et vous pouvez également obtenir un échappement Sport RS. Sous le capot, la grande différence par rapport à la S3 est le moteur 2 litres 4 cylindres. Ici, dans la RS3, un 5 cylindres de 2,5 litres avec 400 chevaux. Waouh, regardez ça, toujours en transversal, c'est une plateforme avec traction avant et aussi transmission intégrale pour les versions performantes. On envoie donc aussi de la puissance à l'arrière et avec le vectoriel de couple, on réduit la tendance avant. Voyons ce que ça donne sur le circuit. 3,8 secondes est donnée pour l'accélération ici. Et ici, on a les anneaux brillants d'Audi. Et ensuite ici, le bruit de la fermeture de la porte. C'est véritablement assez solide. Ici, nous avons une belle microfibre et elle est également perforée parce que l'éclairage ambiant brillera depuis l'arrière-plan de cela. J'aime bien cette poignée de porte ici. Vous utilisez deux doigts et puis vous l'ouvrez comme ça de l'intérieur. Ça a l'air drôle, oui, certainement, mais je pense que c'est une solution ergonomique sympa, en fait. Ensuite, de jolies manettes ici avec des clics, deux niveaux, deux étapes. Et ici, tu entends ça maintenant? Oui, c'est ça. C'est vraiment le souci, je dis toujours, sans feutre pour recouvrir l'intérieur, ça sonne comme ça quand on roule. On a le badge d'entrée RS3, ça a vraiment l'air cool. Et nous avons également un tout nouveau volant. Tout est plongé dans l'obscurité ici pour l'instant, mais dès que vous enclenchez vraiment l'allumage, là vous pouvez voir, vous avez les boutons rétroéclairés juste ici. Et vous avez deux réglages pour le mode RS, comme un bouton RS et ici un bouton performance à gauche
bouton RS à droite, et vous pouvez les personnaliser pour qu'ils signifient pour vous pouvoir passer directement à un mode de conduite très sportif sur le volant. C'est cool, il y a aussi un volant en microfibre disponible que je recommanderais vraiment. Pour les sièges, sur le marché européen, on peut opter pour la microfibre ici, ce qui est plutôt cool pour l'intérieur. Voici le siège baquet et c'est une option pour le marché européen qui n'est pas disponible pour le marché nord-américain. Et en réalité, c'est un véritable avantage pour nos amis aux États-Unis et au Canada parce que ce siège ici, il a vraiment l'air incroyable. C'est certain. C'est super étroit ici, dans cette zone et pas le je veux dire, je suis assez grand, mais je ne suis pas le plus grand. Et si vous pensez que si quelqu'un est un peu plus volumineux, il ne rentre pas vraiment dans le siège. Et aussi, en ce qui concerne l'inclinaison, c'est vraiment très élevé à l'avant si on considère précisément l'angle de vue. Et ça fait comme si ma colonne vertébrale était compressée, vous voyez, comme des ciseaux qui se referment. Et c'est vraiment inconfortable. Je ne recommande donc pas ce siège. Il y a le siège sport de base disponible. On peut ajouter un revêtement ici. En UE, cela reste disponible en microfibre. Je choisirai sûrement celui-là. Malheureusement, sur le marché américain, seul le cuir animal est proposé et Audi, avec Rolls-Royce, est très en retard sur le développement des intérieurs plus respectueux des animaux. Avec mes 1,89 m, je garde assez d'espace pour la tête et la position de conduite est plutôt étrange, mais clairement meilleure que dans les sièges standards. Le volant peut être ajusté dans toutes les directions. Ici, vous pouvez voir que les anneaux sont vraiment bidimensionnels sur le volant. Les sons aussi quand je contrôle les aérations, par exemple. Ensuite, tableau de bord en microfibre. Bien que je doive dire, au niveau de la qualité de la microfibre, cela pourrait être un peu mieux parce que ça a toujours l'air un peu plus vieux. Je pense qu'il devrait appliquer une surface en microfibre plus épaisse à celui-ci, à cette gamme de prix. Puis ici, agréablement amorti. Et l'écran, on voit ça de moins en moins aujourd'hui. L'écran ici est intégré de manière élégante. Il ne surgit pas comme un énorme élément au-dessus. Belle intégration que j'aime bien, parmi mes préférés, c'est que la clim reste encore manuelle ici, ce qui est rare avec. Ces clics pratiques pour ajuster ventilateur et température. Et quand tu actives le chauffage des sièges, euh, magnifique. Je pourrais faire ça toute la journée. Alors oui, c'est juste génial. Le retour. Sur le son et aussi sur le côté haptique que vous obtenez en appuyant sur ce chauffage de siège. Et c'est précisément cela que signifie vraiment une voiture haut de gamme. Il ne s'agit pas simplement de tout mettre sur l'écran. Et il n'y a plus de retour ni d'interaction entre le conducteur et la voiture, mais ici, on ressent encore qu'ils ont beaucoup travaillé à concevoir un intérieur véritablement premium. C'est ce que j'apprécie dans ces anciennes générations d'Audi, contrairement peut-être aux toutes nouvelles. Voilà ce que j'en pense. Donne-moi ton avis. Ensuite, il y a beaucoup de noir brillant ici et là. C'est intéressant d'ailleurs, c'est comme un contrôle de volume qui... Ici, on sent que l'intérieur a un aspect premium. J'aime beaucoup cela dans les anciennes Audi, pas tellement dans les récentes. Ton avis? Il y a beaucoup de noir brillant ici, j'en voudrais moins. Deux chargeurs USB-C à l'avant. Le tapis de charge à induction n'est pas refroidi, donc quand je mets mon iPhone là, cela cesse de charger et surchauffe. Utilisez le câble pour CarPlay et Android Auto. Ne vous fiez pas à la sans-fil et posez l'appareil sur le chargeur à induction écran vers le haut. La sélection de conduite se trouve ici en bas lorsque l'on clique en bas à gauche. Cela procure un retour tactile doux et agréable. Pour illustrer, ici j'ai pressé le bouton 2 fois. La première fois, rien ne se produit, puis à la seconde, cela s'affiche mais disparaît vite, ce qui est difficilement compréhensible, car ce n'est vraiment pas idéal. Puis ici, des porte-gobelets adaptatifs de bonne qualité, c'est donc une belle finition. Housse en microfibre de cet accoudoir. Faites-la glisser vers le haut et aussi vers l'avant. Et un peu d'espace en dessous. C'est vraiment bien. Donc la qualité de construction globale de cette cabine est vraiment, vraiment excellente. C'est pourquoi je l'adore. Voici donc à nouveau les boutons cool, ici pour le mode performance ou le mode RS. Et vous pouvez les personnaliser ici sur le système d'infodivertissement en choisissant les caractéristiques individuelles que vous souhaitez pour chaque mode. Et le mode performance ne propose pas autant de réglages. En revanche, le mode individuel RS offre plus d'options à configurer, par exemple.
Ensuite, le retour du clic est agréable sur le volant. Cependant, même avec l'éclairage, c'est un champ capacitif. Les instruments sont en fait assez jolis, faciles à lire. J'aime bien ces vues, par exemple, ici. Vous avez aussi la carte du circuit en ce moment, et ceci avec une vue large du compte-tours. Je vais vous présenter divers réglages pour cela aussi. Ensuite, nous avons un affichage tête haute. Ne regarde pas l'extincteur, je te montre l'affichage tête haute. Ouais? C'est toujours plus petit à la caméra qu'en réalité. Donc ici, sur le côté droit du système d'infodivertissement, je préfère cette vue principale de l'infodivertissement, essentiellement ces menus classiques. Et ça, je me demande qu'en faire. C'est un peu étrange. J'aimerais toujours avoir celui-ci en startup. Et ici, par exemple, si vous allez ensuite dans les paramètres, puis affichage et luminosité, et ici Audi Virtual Cockpit, comme cette vue du compte tour que je vais vous montrer tout de suite. Mais vous avez également la possibilité d'aller sur la piste. C'est peut-être plus similaire à une expérience de course. Maintenant, Léa nous aide avec la vue performance. Voilà, ou la vue sport classique si c'est ce que tu préfères. Hmm, j'aime vraiment bien ça et aussi en fait, donc j'utiliserai probablement celle-là ou encore cette nouvelle vue compteur de tours. Sièges arrière ici, tout d'abord, matériaux rigides sur la partie supérieure. Vous avez toujours les jolies poignées de porte ici, un design très dynamique et dramatique ici, et une texture bien compacte en bas. Et pour les sièges arrière, il y a des fixations ISOFIX. Tu les glisses par-dessus, puis tu peux aussi les remettre encore. On a aussi un superbe motif en microfibre ici sur les sièges, et je dois vraiment dire, c'est beaucoup plus confortable à l'arrière qu'à l'avant pour ces sièges baquets. Avec mes 189 cm, la hauteur sous plafond dans la berline est tout juste suffisante. Vous pouvez placer ça ici pour les porte-gobelets. Bonne qualité, adaptatif à l'arrière aussi. C'est vraiment bien fait. Oui, mais l'espace pour les jambes est bien sûr le problème ici dans ce segment compact. C'est super ici avec la fibre de carbone et ses sièges baquets, mais ce sera un peu plus flexible avec des sièges de sport normaux parce qu'ils n'ont pas ce fond vraiment rigide. Vous voyez, ça ne va pas pour mes jambes ici. Je dois écarter un peu les jambes pour que ça passe. Deux chargeurs USB-C ici en bas, puis ici. Voici le tunnel central. Et puis j'ai aussi m'asseoir ici à la partie centrale. C'est un peu plus dur, et ouais, je ne recommanderais vraiment pas de faire ça. Et ici, pour comparer, les sièges sport normaux. À l'arrière, vous avez ce renfoncement ici pour mieux ajuster les genoux, donc il n'y a toujours pas beaucoup d'espace pour les jambes. Et même quand vous mettez les genoux sur le côté, au moins c'est doux ici, mais cela ne change pas vraiment la longueur réelle, c'est juste plus confortable pour placer vos genoux à l'intérieur ou à l'extérieur. Et la garde au toit ici, avec le haillon, est en fait un peu meilleure que pour la berline. Coffre ou malle, voyons ça ici avec la berline ouverture typique. Puis ici, la valise cabine rentre aussi verticalement et ici, nous avons 1 mètre ou 40 pouces de largeur également plus profonde et ensuite plus longue que celle avec le haillon. Ici, le coffre mesure également environ 1 mètre ou 40 pouces de longueur et puis ici 44 cm ou environ 17 pouces de hauteur en dessous. Voyez ici qu'ils ont mis la batterie de démarrage et c'est aussi bon pour la répartition du poids en réalité. Ensuite, pour rabattre les sièges, nous devons en fait contourner ici par la trappe à ski juste la section centrale si cela est possible, ou bien alors faire un rabattement 2 tiers, 1 tiers de cette manière. Et la longueur totale d'un siège est donc de 165 cm ou 65 pouces. Ah oui, et nous avons découvert ici ce crochet pour sac que l'on peut rabattre. C'est même amorti quand ça revient. Ici, le coffre à haillons, c'est environ 20 cm ou 7 pouces de moins avec la trappe. Cependant, ensuite, vous avez cette ouverture ici. Donc, c'est plus pratique. Vous pouvez mettre des choses plus hautes et aussi plus facilement. Donc, finalement, oui, je pense qu'au bout du compte, c'est peut-être plus court, mais aussi plus utilisable ici avec la trappe. Pouh! Bienvenue à tous, voici l'Audi RS3 en version restylée. Et nous sommes en mode performance également avec l'ESC Sport. Waouh, une grande performance en effet. Ah, là nous y allons alors.
Celle-ci fonctionne très bien, ce moteur 5 cylindres. C'est bien sûr vraiment différent d'une S3. Vous avez tellement plus de performance là, très bien sur l'accélérateur. On a une sensation de direction très précise. On a aussi ici vraiment cette voiture de course. Alors l'Alcantara, l'Epica, je ne sais pas ce que c'est en fait, mais le volant en microfibre ici aussi à nouveau fort sur l'accélérateur. Et on peut dire que ça semble un peu lâche, surtout ici en mode sport ESC, donc vous pouvez jouer un peu avec la voiture ici. Encore une fois, à 150 km à l'heure, ils ont construit une petite chicane là-dedans, mais ce véhicule est très léger et agile, donc il y a toujours une différence avec, disons, des voitures de sport plus grandes ou aussi quand nous avons un SUV sur le circuit ou quelque chose comme ça. Celui-ci est vraiment équilibré au niveau de la maniabilité, je dirais, c'est pourquoi nous l'aimons aussi. Allons-y. Comme on peut sortir doucement du virage, encore une fois, c'est plutôt cool. Donc ici, regardez l'angle de braquage quand je le fais et aussi comment je sors du virage à nouveau dans les virages comme un vectoriel de couple de freinage. Puis un vectoriel de couple vers l'essieu arrière lors de l'accélération. Donc ici, quand je suis par exemple dans un virage, puis à la sortie de ce virage et avec seulement l'accélérateur à nouveau, le vectoriel de couple permet en fait d'avoir plus de couple sur la roue extérieure du virage et ça me propulse légèrement hors du virage. C'est ça le truc, parce que ce n'est pas comme la A3, ce n'est pas comme si c'était initialement une plateforme à propulsion arrière, donc vous êtes obligé de faire certaines choses pour réduire l'accent à l'avant. C'est plus dur sur l'accélérateur et aussi dur sur les freins, bonne performance de freinage, bonne sensation pour le véhicule aussi. Oui, j'aime vraiment cette maniabilité équilibrée et fluide et que la voiture est vraiment agréable. Donc je veux dire, on teste beaucoup de véhicules aussi sur le circuit et mon problème est que de plus en plus de véhicules deviennent de plus en plus lourds à cause de toute la technologie qu'ils mettent dedans. Et c'est pourquoi j'apprécie vraiment quand la voiture n'est pas encore si lourde, tu vois ce que je veux dire. Euh, voilà, bien sûr ici dans ce mode performance, j'ai toujours une vitesse inférieure sélectionnée, donc voilà, c'est plus facile de sortir du virage à nouveau. Mais je ressens vraiment que nous avons toujours assez de puissance sur les roues arrière et aussi avec ce torque vectoring, elles peuvent vraiment sortir du virage de manière sportive. Regarde cette performance ici, 160 km à l'heure, ici, à travers la chicane rapide. Et vous entendez beaucoup le moteur, bien sûr, et plus que vous ne le feriez dans la S3, mais peut-être aussi. Une alerte de trafic transversal arrière, c'est intéressant. Oui, les systèmes d'assistance sont toujours dans ce véhicule. Il y a un peu d'humidité ici depuis la nuit encore humide sur la piste. Ce matin, ici, au circuit de Castiglioli, près de Sitges en Espagne, proche de Barcelone. C'est un très beau circuit. Et ils ont aussi un tarmac très frais ici. Donc vous pouvez atteindre de grandes vitesses. Waouh! C'est très amusant, regardez ça, ces sièges baquets, ils me tiennent bien serré. Oui, donc dans ce cas, ils sont vraiment bien d'une certaine manière. Alors je dois dire que le bas de mon dos me fait déjà mal, donc je dirais même si vous êtes sur le circuit, je choisirais quand même les sièges normaux plutôt qu'avec la Dynamica, car je ne sais pas, ils sont trop hauts à l'avant et ils plient comme mon bas du dos, la région lombaire. Comme un ciseau en quelque sorte, vous voyez? Encore une fois, en passant devant Léa, elle prend quelques photos de l'extérieur. Je lui ai demandé de me rejoindre sur le circuit, mais elle a dit que ce n'était peut-être pas très bon pour son cœur et je ne veux pas non plus la forcer à me rejoindre sur la piste de course, car je peux vous dire qu'être passager sur le circuit est généralement une expérience horrible. Parce que vous ne pouvez pas vous tenir correctement au volant, vous ne pouvez pas vraiment faire face à toute la force G et ainsi de suite.
Donc en tant que conducteur, vous savez ce que vous faites, vous sentez quelle est la prochaine étape et vous pouvez tenir le volant. C'est pourquoi c'est beaucoup plus facile que d'être un pilote sur ce circuit-là. Là, on y va. C'est donc ici, dans ces virages serrés, à un petit frisson sur les packs là. Et puis vous sentez que l'arrière est poussé juste un peu autour. Et vous avez aussi un sentiment de sécurité pour la voiture. Donc c'est une très bonne chose. Vous n'avez pas besoin d'être, vous savez, le pilote de course le plus professionnel pour gérer ce véhicule. C'est vraiment agréable, définitivement. Oui, vraiment très proche ensuite avec la ligne droite, donc si nous voyons que nous ne prenons pas ou pas trop à gauche ici en fait. Allons-y. Et j'ai toujours la même sensation pour les freins, même après ces tours. C'est plutôt sympa aussi. Vous sentez qu'ils ont tout axé sur le côté sportif avec cette mise à jour restylée. Ce n'est pas que ce soit une voiture complètement différente si vous avez le modèle avant restylage. Non, vous n'avez pas besoin du modèle après restylage à cet égard. Mais vous voyez que sur le nouveau modèle Nürburgring avec leur tour record, ils ont pu l'améliorer de quelques secondes, ce qui signifie beaucoup en termes de course, donc surtout de toute la configuration ici. C'est toujours une zone où il y a probablement un peu moins d'adhérence en provenance de la route rouge ou quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant, mais on sent définitivement que c'est un peu plus pimenté, un peu plus sportif, une expérience assez cool. Qu'en est-il d'une vie de conduite normale? Bien sûr, le but principal de ce véhicule n'est pas vraiment sur le circuit, bien que, comme vous l'avez vu, il s'en sort très bien là-bas sur le circuit et la première chose que vous remarquez, ce sont ces sièges baquets en option qui sont, il faut le dire, heureusement non disponibles sur le marché non américain. Ils ne conviennent pas vraiment à la vie quotidienne de conduite peut-être pour le circuit. Oui, c'est comme un avantage, mais pour le confort de conduite normal, les sièges sport normaux seront nettement meilleurs, surtout si vous êtes grand, parce que oui, je me sens totalement trop confiné ici. Je suis assis trop haut dans la voiture, c'est vraiment trop court et trop étroit en bas. Je choisirai donc sûrement les sièges confort. Je prendrai aussi le mode de conduite confort normalement. Alors, vous pourriez avoir quelques bosses sur la route, elles pardonnent un peu moins. Et si vous considérez la différence avec une S3, ils ont certainement. Faites en sorte que cette différence soit à nouveau un peu plus grande car ils avaient en quelque sorte un problème. Puisque la nouvelle S3 obtient également le vectoriel de couple à l'arrière rapproché de la RS3, et ensuite vous pourriez penser que fais-je avec l'Iris 3.4? Oui, ce moteur 5 cylindres serait la raison principale, et maintenant ils ont tout réglé sur la note sportive et plus rigide, et vous le ressentez aussi en la conduisant normalement qu'une S3 a plus de performance, mais vous pouvez plus ou moins la conduire comme n'importe quel autre Audi A3 dans votre vie de conduite quotidienne ici. La RS3, vous commencez à conduire. Ce que je trouve vraiment génial, c'est que la conduite est de nouveau si fluide et même en mode confort, on ressent déjà un peu de sportivité, bien que la suspension soit plus indulgente. Donc ici, j'apprécie vraiment de pouvoir simplement cliquer sur le bouton RS sur le volant et je suis en mode sportif. Par exemple, quand il y a la prochaine autoroute ici et que je veux accélérer fort dessus, c'est tout. Et c'est vraiment amusant et encore un clic là si vous voulez avoir un peu plus de confort. Alors encore une fois, c'est pourquoi c'est aussi définitivement une différence par rapport à une S3. Vous avez bien sûr encore plus de performance sonore là. Vous pouvez revenir au mode confort. Et puis ici, quand la route est dégagée, c'est en fait assez agréable ici sur l'autoroute. Et vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités modernes normales, comme aussi un régulateur de vitesse. C'est ici avec une colonne séparée. Curieusement, ce véhicule n'est pas équipé d'un assistant de maintien dans la voie actif. Oui, mais parfois les assistances actives au maintien de voie sont gênantes et on ne les veut pas. Ce qui est plutôt cool, c'est que sur le bouton favori, vous pouvez facilement régler ici cette activation ou désactivation de l'alerte limite de vitesse, ce qui est maintenant une chose dans l'UE lorsque vous dépassez la vitesse d'1 km/h et que vous obtenez le bip 3 fois.
Oui, vous pouvez facilement désactiver ici avec un réglage sur le volant. Au moins, vous avez un retour sonore quand vous appuyez sur le volant, donc c'est vraiment agréable. Même si je trouve que les boutons non capacitatifs utilisés auparavant étaient en fait davantage appréciables. Sur l'autoroute, la suspension fait un excellent travail. Cela procure également une bonne sensation. Vous pouvez rouler à grande vitesse. Sur l'autoroute, avec beaucoup de plaisir, c'est bien. Le confort limité vient de ces sièges baquets, donc ce sera mieux avec les sièges sport classiques. Et si disponible, choisissez la microfibre. Alors celui-ci sera l'installation la plus confortable. La direction, même dans la conduite normale, est vraiment fantastique. C'est vraiment précis et ce n'est pas trop difficile en même temps, ça vous donne assez de retour et même en mode confort, ici, voyez comment je suis. La route et l'angle du volant copient presque la route, je le prendrai comme ça et c'est vraiment agréable. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti plus tôt sur le circuit, que toutes les transitions entre les virages, vous savez, entrer dans le virage, sortir du virage, est tellement extrêmement fluide et j'adore ça. Et en même temps, bien sûr, même si vous êtes en mode confort, vous pouvez à tout moment appuyer sur l'accélérateur et avoir la performance. Oui, ça vient, ça vient. Et tout ce que tu entends, c'est genre, oh mon Dieu, le battement de cœur qui s'emballe d'une façon vraiment incroyable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu ne t'attends pas à cela quand ce véhicule est en mode confort, tu sais, donc c'est plutôt calme et tout. Et puis, boum, appuie à fond et allons voir. Il y a le tunnel, nous pouvons aussi rétrograder nous-mêmes, bien sûr. Ouais, ce 5 cylindres est définitivement plus audible que le 4 cylindres de la S3 dans un tunnel d'ailleurs. Un peu d'éclairage d'ambiance dans la partie inférieure et aussi à l'intérieur des portes, par exemple. Une consommation sans circuit en conduite normale, régulateur, autoroute. La consommation minimale idéale est environ 9 litres au 100, 26 mpg US, 31 mpg UK et pire si vous utilisez vraiment cette puissance. Sur le marché nord-américain, seule la berline compte. Le haillon n'est pas dispo. Celle-ci commence à 62 000 euros. 68 000 euros en Allemagne, par exemple. Et la berline est 2 000 euros moins chère. Cependant, c'est comme la base. Bien sûr, celui-ci est équipé de plus d'extras. Vous pouvez facilement ajouter 10 000, 20 000 euros ou dollars pour des options, par exemple. Donc, ce n'est clairement pas un modèle bon marché. Donc, vous pourriez vous dire, et au lieu de choisir toutes les options pour le modèle en dessous, je prends déjà le 5 cylindres, ça pourrait être une idée à envisager. Alors, qu'en pensez-vous? Parlez-moi de votre expérience. Comment percevez-vous la différence entre la RS3 de la vidéo et la S3?